Je voulais vous expliquer pourquoi le SGPE s'intéresse à l'évaluation et en quoi même elle fait partie intégrante de notre action. J'allais dire, vu la fréquence de l'utilisation du mot planification dans la matinée, on peut supposer qu'il y a un lien assez évident entre planification et évaluation. Mais justement, je pense que c'est intéressant de s'y pencher. Tout d'abord, comprendre ce qu'est la planification écologique. La planification écologique, c'est une approche systémique de l'ensemble des enjeux environnementaux, donc la décarbonation, l'atténuation, la biodiversité, la santé et les ressources. Le mot bouclage vient d'être évoqué, mais c'est justement un des gros enjeux pour nous. Comment faire en sorte que nos ressources qui sont finies sont bien utilisées. Et notamment sur tout ce qui est décarbonation, si on regarde chaque problème indépendamment, on peut avoir tendance à se dire la biomasse est une solution très séduisante, sauf que quand on fait le bouclage, on se rend compte qu'on n'a pas assez de biomasse par rapport à tous les besoins qu'on a identifiés. Donc c'est ce genre de réflexion voilà, systémique que le SGPE cherche à apporter. Sur chacun de ces sujets, nous avons des objectifs ambitieux et un plan qui est quelque part la vision d'une façon de les atteindre. Dans notre démarche, ceci a été élaboré de manière très concertée, collective, et tant au niveau national que ensuite au niveau des territoires. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'actions... non, c'est encore avant. Un certain nombre d'actions de la planification relèvent de la responsabilité des territoires et nous ne pouvons pas faire à leur place. En revanche, nous devons les aider, outiller pour faire en sorte que l'ensemble des choses se fassent dans un tout qui sert nos objectifs. Autre point pris en compte par la planification, ça a été déjà évoqué aussi ce matin, la transition écologique, ce n'est pas que de l'écologie, c'est aussi de l'économie et du social. Et donc nous nous posons des questions, alors quasi du bouclage sur tout ce qui est énergie et emploi, mais de manière générale, comment cette transformation de l'économie, qui va créer des opportunités, finalement, comment saisir au mieux ces opportunités et également comment faire en sorte de ne pas laisser de côté des gens plutôt défavorisés socialement dans cette transition. Donc voilà globalement le plan. Alors la page d'après, c'est une illustration, je vais passer rapidement, mais là, je disais... Une façon d'atteindre nos objectifs ambitieux, là, c'est nos leviers de décarbonation. Donc, notre ambition, c'est 200 millions de tonnes de baisse d'émissions. Pour cela, 55 leviers. Bon, enfin, l'avantage des leviers de décarbonation, c'est qu'ils sont faciles à additionner, à représenter dans un graphique, contrairement aux leviers représentant la biodiversité et la santé. Et par exemple, j'y reviendrai tout à l'heure, dans nos leviers, tout en haut à gauche, si vous arrivez à le lire, on a globalement tout ce qui est sobriété sur les transports, moins se déplacer. Le deuxième, c'est tout ce qui est report modal, c'est-à-dire moins de voitures pour plus de transports en commun et plus de mobilité douce. Et il y en a 55 comme ça. Le point qui est intéressant à remarquer aussi sur ce graphique, c'est le gros bloc central, produire. Pourquoi? Parce que finalement, c'est tout ce qui relève de la transformation du système de production. Donc ça montre bien quand même l'ampleur dans notre transition de la transformation des entreprises et l'enjeu qu'il y a à s'assurer de la transformation au sein de ces entreprises. La page d'après, juste pour dire que tout ceci, évidemment, totalement cohérent et même égal à ce qui est contenu dans notre stratégie nationale bas carbone, qui fixe des objectifs sectoriels avec, d'ici 2030, des secteurs sur lesquels il y a une ambition beaucoup plus forte relative à l'existant et sur d'autres sur lesquels on est sur une réduction plus faible, telle l'agriculture, qui est quelque part structurellement plus difficile à décarboner. Maintenant, pour revenir au cœur du sujet, le SGPE un certain nombre... Alors pourquoi le SGPE fait de l'évaluation?
Déjà, alors, quelque part, on nous le demande, puisque c'est dans les missions du SGPE. J'ai repris ici les extraits du décret de création du SGPE, qui a été créé en 2022. Dans nos différentes missions, ce que j'évoquais avant relève plutôt de l'élaboration, de la coordination de l'élaboration des grandes stratégies environnementales. La deuxième, c'est de veiller à la mise en œuvre de ces stratégies. Et donc là, c'est s'assurer qu'on fait ce qu'on a écrit dans les stratégies et que ça a bien les impacts qu'on espérait quand on a écrit les stratégies. La troisième mission, c'est veiller à l'évaluation régulière des politiques menées au titre de ces stratégies. Donc là, quelque part, on prend un temps de recul et on se pose aussi la question, est-ce que ma stratégie est la bonne? Et puis la quatrième, c'est il veille à la cohérence de l'ensemble des politiques publiques avec les stratégies. Donc là, c'est à la fois abyssal et mystérieux. Abyssal parce que c'est l'ensemble des politiques publiques, et mystérieux parce qu'il y a le mot de cohérence, finalement, qui est facile à conceptualiser, mais qui est beaucoup plus dur, je trouve, à traduire concrètement dans un document scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire être cohérent avec? On note d'ailleurs que sur le point 3, on est sur de l'évaluation de politique publique environnementale, alors que sur le point 4, on est sur de l'évaluation environnementale de politique publique. Donc, pour faire toutes ces missions, quelque part, c'est des missions beaucoup veillées, et pour veiller, il faut surveiller pour se rendre compte d'éventuels décalages, et ensuite agir pour corriger ces décalages. Et donc, notre action, là, on l'a scindée en 3 grands types d'actions. La première, c'est du in-itinéré quand même. On essaye de le faire, même si c'est dans une version un peu simple. Je vais y revenir sur la page d'après, pour s'assurer qu'on respecte notre trajectoire et qu'on nous sommes relativement confiants pour atteindre nos trajectoires. Deuxième, c'est tout ce qui relève du bouclage. Je l'évoquais tout à l'heure. On a un angle mort énorme si on ne s'assure pas de la cohérence des différentes stratégies entre elles. Alors j'avais évoqué sur les ressources, mais également il y a toutes les stratégies territoriales. Si on juxtapose toutes les stratégies territoriales, est-ce que c'est cohérent avec notre stratégie nationale? Les stratégies sectorielles également, est-ce que si on juxtapose les stratégies, c'était le graphique qu'on a vu juste avant, dans l'industrie, dans l'énergie, etc., il faut que le tout soit cohérent avec la stratégie d'ensemble. Et puis la troisième chose, c'est que chaque décision ou chaque politique, et donc au-delà du champ des politiques environnementales, doit être cohérent avec nos ambitions. Alors pour ça, je vais juste montrer une illustration sur ce qu'on fait en itinéraire. Sur un exemple sur les transports. Donc sur les transports, 4 grands objectifs. Le premier, c'est d'avoir 15% de véhicules électriques dans le parc en 2030. Et finalement, ce que montre le curseur, c'est que à la date d'aujourd'hui, donc la cible est le petit curseur bleu, et nous, on est un petit peu au-dessous finalement. Donc on est un peu en retard. En l'occurrence, nous sommes en retard parce que les flottes d'entreprises ne sont pas assez électrifiées, moins électrifiées que ce qu'on avait prévu, là où côté particulier, la dynamique est plutôt bonne. Et donc ça nous amène à nous dire que notre niveau de confiance sur l'atteinte de la cible 2030 est plutôt bon, mais moins bon que la dernière fois qu'on a fait cet exercice il y a 1 an, voilà, globalement. Et puis, pour ne pas déborder, je vais conclure peut-être sur cette page ou celle d'après, si on me laisse... non, peut-être le point qu'on essaye, nous, d'insuffler dans l'évaluation environnementale, c'est le fait de mettre moins l'effort sur une optimisation de l'impact et d'être plus dans un effort d'optimiser l'action publique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les évaluations environnementales telles qu'elles sont faites, on va chercher à comparer le monde avec l'objet qu'on évalue et le monde sans cet objet, un scénario contrefactuel. Et donc finalement, on va essayer d'optimiser l'objet qu'on évalue. Et donc pour prendre un exemple caricatural, on va essayer de faire l'autoroute la plus verte possible. On va faire des modèles compliqués de prévision de trafic avec des hypothèses qui sont systématiquement contestées ou presque.
et on va essayer de se dire, on essaye de minimiser l'impact de cet objet, de cette autoroute. Alors que si on se ramène plutôt aux grandes planifications pour évaluer, on va être sur d'autres questions. Et typiquement, je le disais tout à l'heure, nous, on a des leviers qui disent qu'il faut, on doit viser au report modal et à un moindre usage de la voiture. Il n'y a pas besoin de faire une grande étude pour se dire que construire une autoroute, ça ne va pas forcément aller dans ce sens-là. Et donc, quelque part, enfin, ces deux types d'évaluation se complètent. Je ne dis pas qu'il en faut une au détriment de l'autre, mais il faut bien faire les deux. Et aujourd'hui, nous, on trouve que le premier champ prime trop par rapport au deuxième. Et quelque part, l'évaluateur n'a pas toutes les clés, s'il regarde juste l'objet qu'il évalue, pour prendre les bonnes décisions. Typiquement, l'exemple du bouclage, j'évalue un projet de site industriel qui va être très consommateur de biomasse, probablement qu'il aura un très bon bilan carbone pour un site industriel. Néanmoins, par rapport à la stratégie d'ensemble où on doit limiter l'usage de la biomasse à certains cas, ce sera probablement un projet plutôt contre-productif. Donc voilà. Donc, après, ça, ce n'est que le point de vue environnemental. Et toute décision, ça a été dit ce matin, est un compromis. Il y a d'autres enjeux, mais en tout cas, il faut faciliter le fait de se dire les choses sur l'aspect environnemental de ces objets et leur cohérence avec les grandes stratégies. Donc, et peut-être, donc, voilà, bon, là, très rapidement, mais on s'était placé dans la peau de l'évaluateur bien intentionné qui voulait se poser la question de la cohérence. Sur le climat, il va faire face à 45 orientations dans la SNBC. Sur l'adaptation, 43 mesures dans le plan d'adaptation. Sur l'eau, on a des objectifs, etc., etc. Donc on a finalement, on doit s'évaluer par rapport à beaucoup de choses et qui ne sont pas de même nature ou en tout cas pas nommées de la même façon. Et donc ça ne facilite pas le travail de l'évaluateur. Et ça encore, je dirais d'autant plus que là, ce ne sont que les critères environnementaux, mais l'évaluateur qui va évaluer un projet de loi ou une politique publique, il va l'évaluer. L'environnement n'est qu'un critère parmi beaucoup d'autres pour lui. Et donc, et cette fois c'est vraiment ma dernière page, au SGPE, on a aussi beaucoup la conviction que la pédagogie est essentielle. Et donc, par rapport à ce problème que j'ai posé, nous sommes dit qu'il y avait un besoin, un trou quelque part, d'avoir un référentiel qui soit à la fois simple et exhaustif. Simple, donc pour être compréhensible par tout le monde et que n'importe qui puisse appréhender rapidement l'ensemble des enjeux de la planification. Et exhaustif, qui les couvre quand même. J'ai entendu dans les jours précédents du colloque le fait que les évaluations environnementales stratégiques, quand c'est un document stratégique environnemental, le porteur se dit « mais mon document est environnemental, pourquoi l'évaluer? Pourquoi lui faire une évaluation environnementale ?» Mais sauf que parmi ces 16 ambitions, aucun document ne porte les 16 ambitions. Chaque document stratégique va porter 2-3 ambitions sur le climat, sur la biodiversité, etc. Et donc ça permet de bien montrer que, oui, ce document stratégique, il contribue évidemment, enfin c'est la stratégie nationale biodiversité, contribue évidemment à la biodiversité, mais néanmoins, quel est son impact sur le climat? Ça reste une question intéressante. Et c'est finalement, on doit être capable de se poser cette question pour trouver le bon compromis à chaque étape. Donc, le référentiel, 16 ambitions qui sont vraiment les finalités de la planification, qui sont censées, dans un monde idéal, être quelque chose d'assez consensuel, puisque la finalité des finalités, c'est de garder un monde vivable. Et ce monde vivable, on l'a décliné finalement en 16 grandes ambitions. Et 80 leviers qui décrivent comment arriver à respecter ces finalités, et qui, elles, relèvent plus du politique, et donc qui peuvent être soumises plus à des choix variables dans le temps.